Bonjour à tous. Ils ont incarné l'héroïsme à l'état pur. Ils étaient la fine fleur de la France libre et de la résistance, les compagnons de la libération. Le dernier d'entre eux, Hubert Germain, est mort en 2021 et il est plus important que jamais de perpétuer leur mémoire. Pour raconter leur histoire, j'ai la joie d'accueillir Jean-Christophe Notin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et historien, romancier, auteur de plusieurs ouvrages remarqués sur notre sujet, notamment « Ils étaient 1038 », entretien inédit avec les compagnons de la Libération chez Talandier en 2019. Et Stéphane Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, ancien directeur scientifique du mémorial de Caen. Vous avez publié de nombreux livres sur la Deuxième Guerre mondiale, dont vous êtes un grand spécialiste. En particulier, ils ont choisi la mort plutôt que le déshonneur. Portrait de 11 combattants, c'était chez Talandier en 2023. Les compagnons de la Libération, c'est le sujet de notre débat avec Jean-Christophe Notin et Stéphane Simonet, mes deux historiens que j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui. Alors commençons par le commencement, messieurs. Jean-Christophe Notin, dans quelles circonstances De Gaulle crée l'Ordre de la Libération et pourquoi ? Alors, c'est en novembre 1940, il est à Brazzaville, qui est à l'époque la capitale de la France libre. On peut dire qu'il a créé le mouvement français libre, qui ne va pas forcément très très bien. Ça se passe après l'opération ratée sur Dakar. Où les Français fidèles à Vichy ont repoussé l'armada. Puis il y a eu Mersel Kébir, quelques mois avant, qui a évidemment aussi contribué à durcir le climat. Donc, ils sont au creux. On dit d'ailleurs qu'il a une phase dépressive, De Gaulle, à ce moment-là. Exactement, oui. C'est pas vraiment pas la meilleure période, mais en tout cas, c'est la période où il juge nécessaire de récompenser les premiers combattants, parce que les Français libres ont déjà repris les armes dès septembre 40, outre les aviateurs français libres. Dès septembre 40, en bordure de Méditerranée, des Français libres se distinguent au sein de la 8e armée britannique, et donc il faut les récompenser. De tout temps, on a toujours récompensé les soldats par des médailles. Donc le général de Gaulle, ne voulant pas remettre la Légion d'honneur, décide de créer l'Ordre de la Libération. C'est ça. Et je crois qu'il y a une hésitation sur le mot, l'appellation même de l'Ordre. Dans un premier temps, on pense à les appeler les Croisés de la Libération, je crois, et puis finalement, on adopte une appellation plus consensuelle, quoi, moins marquée, moins traditionnaliste que ce que les Croisés auraient suggéré. Plus universel, en tout cas. Il fallait effectivement qu'il y ait l'aspect moins croisé, même si ce n'est pas une croisade en Terre Sainte, mais il s'agit de récompenser effectivement des valeureux combattants. Donc on crée un ordre, on crée une décoration, et puis il faut trouver un nom. Et donc c'est devenu les compagnons, mieux que les croisés, parce que les compagnons, ça a vraiment une valeur universelle, de la liberté, etc., etc. Donc voilà comment tout ça, sur quelques semaines, quelques mois, a pris forme. C'est ça. Et c'est aussi, on peut le rappeler, qu'il y a l'imaginaire de la chevalerie qui est derrière tous les ordres. C'est le lointain modèle, bien sûr, lointain, mais enfin quand même, le fait qu'il y ait un ordre, des grades. Là, bon, vous me direz que l'exemple n'est pas très bien choisi, parce qu'il y a un grade unique. On est compagnons de la Libération, il n'y a pas... C'est un ordre égalitaire. C'est un ordre égalitaire. C'est un peu ce qui fait une de ses nombreuses spécificités. Est-ce qu'on peut la décrire, cette décoration ? À quoi elle ressemble ? Alors, c'est une plaque de bronze, un rectangle, avec une croix de Lorraine frappée d'un glaive. Pourquoi la croix de Lorraine, d'ailleurs ? Alors, la croix de Lorraine, parce que là aussi, il fallait donner un étendard aux armées de la France libre, surtout les bateaux et les avions à l'origine. Donc, on dit que c'est l'amiral Muselier, ayant un père lorrain, qui a proposé la croix de Lorraine, qui était quand même le symbole, il faut rappeler, la Lorraine annexée, donc était un symbole de résistance en soi. Donc, il a apporté la croix de Lorraine. On pense que d'Argentlieu a également donné son mot, donc validé par le général de Gaulle. Donc, on retrouve cette croix de Lorraine, le glaive, et surtout porté par un ruban vert strié de noir, le vert de l'espoir et le noir du deuil. C'est ça. D'Argentlieu, vous avez cité son nom. Rappelons que lui, il avait un parcours très particulier, puisque c'est un homme d'église. C'est un moine, un carme d'Échaud, qui a déjà combattu en 14-18. Donc c'est un vrai combattant qui rallie le général de Gaulle dès juin 40 et qui va jouer un rôle premier au sein de la France libre. Il va occuper différents postes. Et je crois qu'il sera le premier grand chancelier de l'ordre ? Oui, exactement. Il fait partie de la toute première promotion voulue par le général de Gaulle, sans délibération du Conseil. Alors, justement, quels sont les critères pour être admis dans cet ordre des compagnons de la Libération ? Bien sûr, il faut s'être distingué dans les combats pour libérer la France ou l'Empire. D'ailleurs, je crois qu'il y a à l'époque. Dans la terminologie, effectivement, lorsque le décret est décidé en novembre 40, effectivement, il faut s'être signalé pour la libération de la France et de l'Empire. Donc, effectivement, ça peut être à la fois des militaires, à la fois des civils, ça peut être des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes. Donc voilà, il n'y a pas de portrait à ce moment-là type.
Et on voit bien qu'au bout du compte, en 1946, on a une pluralité de parcours et d'individus. Même s'il n'y a que 6 femmes, effectivement, toutes les catégories sociales ont été représentées. Et moi, pour avoir rencontré, mais comme vous, je pense, des Français libres et des compagnons, on a des compagnons qui ont fait des faits d'armes magnifiques, d'autres un petit peu moins, et étrangement, ils ont été nommés par De Gaulle, et donc c'est très étrange. Il y a à la fois des très très grands soldats, des généraux, des amiraux, et puis des soldats du rang, par exemple, et même des civils ou des étudiants. Et il y a aussi quelques personnalités qui ne sont pas français, qui ont été quand même distinguées. Oui, il y a des étrangers, d'ailleurs, pour beaucoup proposés par le général de Gaulle, pour les sommités, Eisenhower, le sultan Mohamed VI, le roi Georges VI. Mohamed V ou 6, je ne sais plus. 5, bien entendu. Alors, le roi du Maroc, c'est la modernité de l'ordre, déjà. Le roi du Maroc, comme il y avait beaucoup de tabords marocains. Oui, donc pour l'engagement des Marocains. Mais donc il y a aussi des soldats. Il y a un Américain, John Hazey, qui a été blessé en Syrie, qui a été défiguré. D'ailleurs, le général de Gaulle lui disant je tenais à vous remercier, vous avez été un des premiers. Donc il y a une espèce de rendre l'appareil. Il y a quand même quelques tout petits critères qu'on voit apparaître au sein de l'ordre. Il y a le critère d'abord premier, c'est que 90% ils se sont engagés dès 40, voire 41 maximum. Donc c'est quand même le critère. Ce sont les premiers qui se sont dressés. Ça, on va le retrouver jusqu'à la forclusion de l'ordre en 1946. Et puis quand même, ça, on va le voir par une note du général de Gaulle en décembre 1945, lors de la délibération d'un conseil de l'ordre. Il rend une note disant « Mais les personnes que vous me proposez n'ont pas fait de choses assez exceptionnelles. » Donc il y a quand même le fait d'avoir accompli quelque chose de supérieur. Oui, les mérites distingués, ça ne suffit pas. Il faut avoir fait quelque chose de particulier. D'exceptionnel. Il y a cette notion quand même que ce n'est pas une chevalerie, parce que ce n'est pas du tout dans l'esprit, ça s'est peut-être affirmé après la guerre. Il y a quand même cette volonté de distinguer ceux qui ont été quand même les plus valeureux, en sachant que typiquement, donc, le général de Gaulle crée ensuite la médaille de la Résistance en 1943, qui a justement cette vertu, cette destination de décerner, de distinguer des gens qui ont peut-être fait des choses un petit peu moins valeureuses que les compagnons. D'un autre côté, il faut être proposé par ses chefs. C'est la procédure dans toutes les armées. Ça, comme toutes les décorations, il faut être proposé par quelqu'un. Il y a un mémoire de proposition qui est ensuite analysé par le Conseil de l'Ordre et le général de Gaulle valide ou pas. Et alors, il y a beaucoup de cas où De Gaulle a refusé ? Et il y a eu un certain nombre de cas. On les connaît. Les archives ont parlé. On ne donnera pas de nom, ça serait désobligeant. Mais enfin, on connaît, on le sait. Oui. Est-ce qu'il y a des noms qu'il a ajoutés lui-même ? Oui, typiquement, la toute première promotion a été décidée par le général de Gaulle lui-même. Donc, il est arrivé, qui propose des noms, et donc, typiquement, en particulier aussi les étrangers, c'est lui-même. Alors, est-ce qu'on sait que si c'est De Gaulle qui s'efforçait de les remettre toujours lui-même, ou est-ce qu'il devait, par la force des choses, compte tenu des nécessités de la guerre sur tous les théâtres d'opération, déléguer ce pouvoir à d'autres ? Il y a eu de grandes remises où il se déplaçait lui-même, en mai 1941, par exemple. Et donc à Londres, il y a eu différentes cérémonies de remise, mais sinon c'est comme tout ordre, le récipiendaire peut ensuite le remettre lui-même avec la célèbre formule adéquate. Et vous pouvez nous la rappeler ? Nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France dans l'honneur et par la victoire. Merci. Effectivement, c'est une très belle formule. Je ne sais pas, Stéphane Simonet, si comme moi, vous vous souvenez de cette scène de l'Armée des Ombres, le célèbre film de Melville, où on voit le chef de réseau résistant qui est interprété par Paul Meurice, qui arrive à Londres en 1943 et qui est fait compagnon de la libération par De Gaulle. Et c'est une scène absolument magnifique, avec une musique d'Éric de Marsan, et on voit Meurice joue très très bien, on voit la silhouette, on voit De Gaulle de dos, et puis on comprend qu'il lui remet ses insignes de compagnon de la libération, puis il s'écarte, et puis on voit le visage extrêmement ému de Paul Meurice. Je crois que c'est un des seuls cas au cinéma où on assiste, enfin on parle des compagnons de la libération, parce que paradoxalement, ça n'a pas beaucoup suscité l'intérêt du cinéma, les compagnons de la libération. C'est un peu curieux. C'est un peu curieux. C'est pas que la seule thématique, bien évidemment, mais c'est évidemment, vous avez raison, c'est le seul moment où on peut voir dans le cinéma français une scène où on voit cette remise d'une décoration. Et même, je dirais même pendant la guerre, les récipiendaires, des fois, sont très surpris de la recevoir, de cette vue proposée, cette décoration. Moi, j'ai comme exemple pas mal de vétérans que j'ai interviewés. Effectivement, ils étaient les premiers surpris d'avoir été, de recevoir l'annonce, et puis quelques mois après, d'être convoqués et d'être décorés comme ça par le général de Gaulle, parce qu'ils n'estimaient pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire, tout simplement, parce que c'était des gens ordinaires qui se battaient pour la libération de la France. Ils étaient gênés par rapport à leurs camarades.
Gêné, non, mais un peu surpris d'être, effectivement, un des rares à l'avoir, parce que ça se savait quand même que cet ordre de chevalerie était quand même un ordre assez exemplaire et qu'en fait, on voulait juste récompenser l'exemplarité d'une action ou d'un fait militaire. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de gêne. Vous me direz s'il y a eu des gênes par rapport à d'autres camarades, je ne pense pas. Certains ont regretté de ne pas l'avoir, effectivement. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais ceux qui l'ont, effectivement, ils n'étaient pas gênés pour autant par rapport à leurs camarades. C'est ça. Alors, j'essaie de choisir mes mots avec tact. Je ne sais pas si on peut parler d'une part d'arbitraire, c'est peut-être pas le bon terme, mais il y a un aléa, comme dans toute décoration, dans le choix des personnes distinguées, il y a forcément un aléa. Il y a tous les compagnons de la Libération sont des héros, mais tous les héros de la France libre ne sont pas compagnons de la Libération. Ils le disaient tous d'ailleurs. Pour eux, recevoir la médaille, ça ne leur offrait pas des droits, mais des devoirs. Donc ils considéraient qu'ils représentaient tous ceux qui le méritaient et qui ne l'avaient pas eu. Mais forcément, il y a de l'arbitraire. Il faut être proposé déjà. Il faut que la personne qui connaisse vos faits d'armes soit encore en vie. Ça a l'air de rien, mais... Bien sûr. Si vous êtes le seul survivant dans une action, vous n'allez pas vous proposer vous-même. Exactement. Il faut être en bon terme avec lui, il faut être proposé, et puis il faut que ce soit validé. Donc, c'est les aléas de la guerre. Et si maintenant on examine plus en détail certains compagnons de la Libération, certains profils, Stéphane, il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'il y en a beaucoup qui, en 40-41, sont presque des gamins. Ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et la majorité est à 21 ans à l'époque, en plus. Ça reprend un peu les caractéristiques des Français libres. En général, ce sont des jeunes engagés volontaires très jeunes. Et presque 10% des compagnons ont moins de 20 ans en 1939. Donc ils sont déjà très jeunes quand ils font le choix de s'engager dans la guerre, de s'engager chez De Gaulle. Donc on retrouve effectivement cette jeunesse qui est vraiment la caractéristique du Français libre et encore plus du compagnon. Mais ceci dit, on trouve des compagnons qui ont aussi bien 16 ans que 50 ans. Donc on a une échelle aussi d'âge qui est assez ouverte. Mais comment expliquer qu'ils soient tous si jeunes? Une question bébête, mais pourquoi ils sont tous si jeunes? Parce que les jeunes, en plus de... Ils n'ont pas d'attache On s'engage plus facilement quand on n'a pas d'attache familiale, professionnelle. Il y a aussi le goût d'aventure qui saisit les premiers volontaires. Ils sont pas très nombreux, ils sont entre 3 000 et 4 000 à Londres en 40. Donc il y a une volonté de faire quelque chose, de réagir à l'occupation allemande en France. Donc tous ces jeunes évadés qui arrivent en Angleterre, ils sont très jeunes. Et puis ils vont être... ils vont être rejoints par d'autres très jeunes. Voilà, la France libre, ça fait même très jeune. Est-ce que vous diriez qu'il y a un conflit de génération avec leurs parents qui sont plus souvent maréchalistes? Je ne sais pas. Moi, dans ceux que j'ai rencontrés, ils avaient un père ou un oncle déjà qui avait fait la Première Guerre mondiale, donc élevé dans un sentiment très patriotique, voire revanchard. Et donc, il n'y avait pas du tout de ce contexte maréchaliste à l'époque. Ça ne s'est pas rencontré, je crois. Alors, il y a un cas assez fameux de jeune qui a reçu l'ordre de la Libération et qui a eu des soucis avec sa famille. On peut dire son nom ? Non. Bon, c'est dommage, c'est intéressant. Non, mais c'est vrai, c'est logique. C'est quand même ceux qui avaient fait la Première Guerre mondiale, en général, il y avait le prestige du vainqueur de Verdun, comme on disait à l'époque. Donc, dans les familles, ça pouvait tanguer autour de ce sujet. Autour de la table au moment de dîner, en juin 40, juillet, au moment du grand effondrement. Il y a des familles où tout le monde n'avait pas la même analyse de la situation. Alors, vous le rappeliez, Stéphane, il y a toutes les origines sociales. Et ce qu'on peut aussi ajouter, c'est qu'une partie d'entre eux, ils sont d'autant plus héroïques, ou c'est d'autant plus bouleversant à leur parcours que ils retournent à l'anonymat, si j'ose dire, après la guerre. Ils font pas carrière en arborant leur ordre de compagnie, leur distinction à la boutonnière. Ils reprennent leur vie d'avant et puis c'est tout. Alors, d'ailleurs, c'est un aspect assez méconnu du retour des compagnons et des Français libres en France. Ils n'ont pas forcément été très bien accueillis. Eux-mêmes disaient, on était des remords vivants. C'est-à-dire qu'évidemment, ils avaient fait le bon choix en 40, et ils reviennent en 44 avec une population qui soit collaborait, soit au mieux est restée attentiste, et voit arriver. Ça n'a pas été le retour des héros, forcément. Et donc ça a posé des problèmes pour certains. Typiquement, le général Saint-Hilaire, en termes d'avancement, il a été cassé. Parce que les Français libres arrivaient en 44-45 avec des grades supérieurs à leurs confrères qui étaient restés en France, à leurs camarades. Donc leur carrière a été cassée. Il a pu rester colonel une dizaine ou douzaine d'années. Certains qui étaient dans l'armée d'Afrique disaient la même chose, disaient au contraire qu'ils disaient l'inverse. Forcément, parce qu'il y a eu des cas fameux. Que les gens de la France libre
de 40 avaient un galon de plus qu'eux parce qu'eux étaient restés dans l'armée d'armistice jusqu'en novembre 42. Oui. Enfin, il y a les deux, on entend les deux discours. Alors après, ce qu'ils oublient de dire, c'est que les Français libres avaient des galons supérieurs parce qu'eux-mêmes ne les avaient pas rejoints. C'est-à-dire que le général de Gaulle manquait d'officiers, il a bien été obligé, le cas le plus fameux, bien entendu, le général Leclerc, comme capitaine, et finit général avec quelques étoiles. Donc le retour n'a pas été facile, contrairement à ce qu'on croit. Et alors, il y a beaucoup d'inconnus, ce qui n'a rien de péjoratif. J'entends simplement par là, c'est des Français anonymes qui ont repris leur vie d'avant. Très bien. Bon, il y a quand même des noms connus, évidemment. Il y a les héros. Il y a les héros les plus célèbres, sont tous des héros. Mais il y a Jean Poulain, il y a Brossolette, il y a qui d'autre dans les très connus, disons, qu'on pourrait nommer Passy, Mesmer, Chaban. Voilà, il y a des grandes figures. Il y a Koenig, qui est derrière nous ici. Le vainqueur l'homme de Biraken. Voilà. Et puis, il y a aussi des gens de la résistance intérieure, les déportés. Il y a le général de Lestrin, par exemple, qui est chef de l'armée secrète. Voilà. Donc, il y a quand même des grandes figures, effectivement. Et souvent, ce sont des gens qui le reçoivent à titre posthume aussi. Alors voilà, il y a beaucoup de morts. Il y a plus de 250 morts qui l'ont reçu à titre posthume, effectivement, et donc des très jeunes aussi. Donc, moi, j'ai toujours, parce que j'ai travaillé sur son parcours, le jeune François Delimal, qui a 22 ans, qui est un jeune résistant des bureaux d'opérations aériennes. Il se fait arrêter, il se suicide au siège de la Gestapo et il est compagnon de libération. Il a 22 ans. Il y en a plein comme ça, des jeunes de 20 ans. Oui, il y en a un tiers qui meurt au combat. Oui, il y a 250 à titre posthume, il y en a une cinquantaine qui sont morts en étant déjà compagnons. C'est ça. Donc il y a à peu près un tiers des compagnons qui ne passent pas le cap des 45. C'est ça, il n'y a que 2 tiers des récipiendaires de cette décoration qui survivent à la guerre. Des 45, ils ne sont plus que 700 et quelques. Alors, il y a une question qu'on est bien obligé de poser, même sans anachronisme. Le nombre de femmes, 6, c'est minuscule. Ça, évidemment, c'est ce qui apparaît de plus en plus évident avec les années qui passent. C'est qu'évidemment, les femmes n'étaient pas la première des considérations, justement, à la remise des décorations en 1945. Alors, non, mais bien sûr, il ne faut pas faire d'anachronisme. Les soldats sont des hommes, donc on pense d'abord aux hommes, c'est assez logique. Mais cependant, pour la France libre, c'est tout à fait logique. Mais en revanche, dans la résistance intérieure, c'est plus nuancé. Il y a beaucoup de femmes. Alors déjà, comme vous dites, la France libre, c'est déjà à peu près 75% des compagnons. Donc alors, il faut le rappeler, parce que ça vous avez une clé, vous donnez une clé. Ah oui, donc déjà 75% liés à une unité militaire où il n'y avait pas de femmes, parce que même si le général de Gaulle a créé le corps des volontaires féminines, donc c'est une première quand même. Et donc il ne reste plus que 25% au sein de la résistance. Parce que jusqu'en 1942, la résistance intérieure, de Gaulle la connaît mal. Il la connaît mal, et puis il y a toujours ce phénomène de proposition. Les chefs de réseau n'ont pas été très enclins à l'attribuer à des femmes qui ont pourtant joué un rôle premier dans la résistance. Et elles-mêmes, il faut le dire, il faut dire qu'elles-mêmes ne le réclamaient pas. Une espèce d'autocensure ? Oui, on voit ça. Donc, in fine, il n'y a que 6 femmes qui sont compagnons. Je crois qu'il n'y en a eu que 9 qui ont été proposées. Alors, je me fais l'avocat du diable. Il y a quand même un cas qui est assez étonnant. Marie-Madeleine Fourcade, chef du réseau Alliance, grande figure de la résistance, un peu oubliée aujourd'hui. S'il y a bien quelqu'un qui aurait mérité de l'avoir, c'est elle. Elle ne l'a pas eu. Est-ce que c'est pas parce qu'elle travaillait avec les Anglais et non pas avec les services secrets de la France libre? Honnêtement, je n'ai pas eu accès à sa... S'il y a eu un mémoire de proposition, je n'y ai pas eu accès, mais ça a pu être un des critères. Parce que, même s'il y en a eu d'autres qui ont participé. On peut être un grand homme comme De Gaulle et avoir ses petits défauts comme tout le monde. Oui, mais on le voit bien. C'était aussi un homme rancunier. Oui. Non, et puis, il y avait eu de vieilles rancunes qu'il n'a jamais oubliées, des choses qu'il n'a jamais oubliées. Le fait de préférer travailler avec les Anglais quand on était résistant plutôt qu'avec la France libre, il le prenait pour une insulte personnelle. Et de même qu'il y a eu des officiers du renseignement des services de Vichy qui ont fait des choses admirables. On en retrouve, je ne sais plus combien, mais une toute petite poignée compagnons. Toute petite poignée. Alors, il y a des anomalies. Il y a des anomalies dans les compagnons. C'est vrai qu'il y a des anomalies. C'est vrai que il y en a qui, comme Fourcade, qui mériteraient de l'être, et d'autres, effectivement, qui l'ont eu, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors, tous ces gens n'étaient pas nécessairement gaullistes au sens politique du mot, et pas au sens strict. Il y a quelques cas, il y a 2 cas assez étonnants. Alain Savary. Alain Savary, pour quelqu'un de ma génération, c'est l'homme de la fameuse loi dans les années 80, où il voulait attaquer ce qu'on appelait l'école libre. Bien. Il est compagnon de la Libération. Il s'est distingué dans les forces navales françaises libres, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est assez étonnant. Il était dans les fusiliers marins aussi. Il était dans les fusiliers marins.
Et qu'est-ce qui a conduit De Gaulle? Je crois qu'ensuite, il a essayé de le faire venir au RPF et que Savary a décliné et il a continué au PSU. Enfin, ça, Alors, une fois de plus, tous les compagnons ont été nommés avant 1946. Donc Savary correspondait avant 1946 vraiment à la geste gaullienne et gaulliste. Tous les compagnons que j'ai eu la chance de rencontrer, mais comme vous, ils disaient tous. Moi, j'ai été gaulliste de 40 à 45. Bon, peut-être à part les quelques échantillons communistes. Mais même eux, après, c'est tout à fait autre chose. Le De Gaulle politique, il y a eu des compagnons qui ont basculé dans l'OS. Ah oui, il y a Georges Bidault, c'est le cas le plus célèbre. Bidault, Château-Jaubert, il y en a eu quelques-uns. Donc c'est d'ailleurs très intéressant, les compagnons, malgré ça, les recevaient quand même à la fameuse réception, à l'heure de la Libération, la veille du 18 juin. Il y avait quand même donc des gaullistes pur sucre, des mesmères, qui pouvaient recôtoyer des OS. Ah oui. Oui, mais c'est tout à fait l'esprit de l'ordre de la Libération. Il pouvait y avoir des communistes pur sucre aussi, avec des grands gaullistes, des généraux avec des tout petits, des sans grade. C'est l'esprit. Alors, une autre question un peu douloureuse au sujet de la France libre, c'est qu'en certaines occasions, ils ont dû se battre contre d'autres Français, en particulier en Syrie, en 1941. Et dans le documentaire, on voyait Hubert Germain qui disait à quel point ça avait été douloureux pour lui. Mais ils ont tous accepté de... Non. Ça a posé beaucoup de questions au sein de l'embryon de la première division française libre. Et en particulier, donc, son chef, le colonel Monclar, Magrin-Verneret, lui a refusé d'y aller. Quelques-uns de ses officiers ont également refusé, et d'autres ont considéré que non, ça ne posait aucun problème. C'était dans l'esprit de la libération de la France, il y avait cet obstacle, et hélas, il fallait passer par là. Parce que c'est aussi quelque chose qui leur a été beaucoup reproché. Élisabeth de Miribel, qui n'est pas n'importe qui, c'était la secrétaire du général de Gaulle, celle qui, sur sa petite machine à écrire, a tapé l'appel du 18 juin. Elle a raconté après que la première question que lui pose sa famille, c'est quand elle rentre en France, c'est pourquoi De Gaulle a fait tirer sur des Français. Donc ça a quand même beaucoup marqué. C'était un des facteurs, parmi d'innombrables facteurs, qui ont pesé aussi sur l'accueil des Français libres. Mais c'était quand même réciproque. De Gaulle a fait tirer sur les Français, mais les Français ont tiré sur les gaullistes aussi. Absolument. Et d'ailleurs, on parle toujours de la Syrie, mais il y avait eu le Gabon déjà. Il y a eu le Gabon, il y a eu l'affaire du Gabon en novembre 40, effectivement, où des Français, des forces françaises, s'opposent effectivement aux forces anglo-gaullistes. Donc, il y a des combats. Voilà. Moi, je repense toujours à ce sous-marinier qui commande le Poncelet, Bertrand Saucine du Pont de Gaulle, qui est chef d'un sous-marin avec son équipage de 23 marins. Il se suicide au fond de l'eau après avoir libéré ses hommes. À l'issue d'un engagement avec les bateaux, les bâtiments gaullistes et anglais. Donc voilà encore un combat fratricide, effectivement, qui au début de ces premiers mois de l'année 40 a été compliqué à gérer pour la France libre aussi. Les combats en Syrie, après le Gabon avant. Enfin. Je crois que le Gabon reste aux forces françaises fidèles à Vichy à ce moment-là. Voilà, les anglo-gaullistes, si j'ose dire, battent en retraite à ce moment-là. Avant de revenir et puis de conquérir Douala. Et là, c'est ça qu'on trouve effectivement Bois-Lambert, c'est là qu'on trouve Leclerc. Et du côté des gaullistes, du côté des Français libres, pour être plus précis, les militaires qui rejoignaient de Gaulle s'exposait à être condamné à mort par contumace. C'était même un grand honneur. Il me disait toujours, les deux décorations dont nous étions les plus fiers, c'était compagnon de la Libération et condamné à mort par Vichy. Et il y avait d'ailleurs une espèce de hiérarchie, parce que le summum, c'était condamné à mort, il était très très fier. Puis il y avait condamné à 10 ans, à 15 ans, ça c'était la piétaille. Et donc avec tout ce qui en découlait, parce que le condamné à mort, il y avait réquisition des biens. Leclerc, par exemple, on a essayé de récupérer tous ses biens. Sa femme s'est battue de manière héroïque. Ah oui, je ne savais pas du tout ça. Oui, parce qu'il y avait la conséquence ensuite. C'est pour ça qu'il a changé de nom, mais ça n'a pas suffi. Non, ils ont été identifiés malgré le nom qu'il avait adopté. Oui, d'ailleurs, il y a une anecdote fabuleuse où un tract de Koufra tombe près du château de Leclerc, Tailly. Et donc, le tract, c'est Leclerc Koufra, et la femme comprend c'est mon mari. Et c'est ça, parce que du point de vue de l'orthodoxie vichiste, ces gens-là étaient des dissidents. C'est le terme qu'ils employaient. Des traîtres. Des traîtres. Des déserteurs et des traîtres. Et donc, on leur a appliqué le code militaire, ce que prévoyait le code militaire en pareil cas. Donc, on imagine aussi l'amertume de ces Français libres. Peut-être un site. Non, je veux dire, à partir du moment de 40, ils disaient toujours. Ils laissent quand même. Il y a des jeunes, mais certains laissent des familles. Ils ont des parents. Leclerc, Chevigné, tous ces gens-là. Il a même des enfants, il a femme et enfants. Ont essayé de cacher leur famille, mais ils ont considéré qu'à partir du moment où ils faisaient ce choix en 40, ils assumaient toutes les conséquences. Mais est-ce qu'à votre connaissance, les familles ont souffert
sous l'occupation, de l'engagement d'un des leurs dans la France libre. Oui, typiquement la famille Leclerc, elle a été, donc non seulement les Allemands sont venus occuper le château, mais donc Vichy a essayé de récupérer tous les biens. Donc il a fallu se battre, mais il y a des exemples comme ça pléthore. Ouais, je pense que les familles d'officiers qui se sont engagés ont pu être inquiétées par Vichy ou par les Allemands, effectivement. Mais les Français libres qui s'engagent, qui ont 18-20 ans, les parents ne savent même pas où ils sont partis sans laisser un mot, ils ne savent pas trop où ils combattent, ils ont pas de nouvelles. Et en fait, dans le village, personne ne sait où est parti le fiston, par exemple. Donc ces familles-là n'ont pas été inquiétées pendant toute l'occupation, quasiment. C'est ça, c'est ça, oui. Oui, il y a les chefs et puis... Voilà, certaines familles, si on en... Daniel Cordier en a porté témoignage. Quand il revient, il y a un moment de flottement de la part de ses parents, tellement il a changé, ils ont du mal à le reconnaître. Il s'est passé tellement de choses. C'est des jeunes qui se sont endurcis, quoi. Ils ont endurci leur corps, leur âme, ils reviennent et ce ne sont plus des gamins. Ils ont vécu la guerre. Hubert Germain, le dernier compagnon, quand il arrive en Provence, il se dépêche pour aller voir sa mère. Il se retrouve face à face. Alors non seulement sa mère ne le reconnaît pas, mais lui ne reconnaît pas sa mère. C'est terrible, c'est terrible. Bien, merci messieurs, ce débat touche à sa fin. J'ajouterais qu'en 1970, Romain Gary, le célèbre écrivain, lorsqu'il se rend aux obsèques du général de Gaulle, il met son uniforme. Il a un peu vieilli, il est un peu grossier comme tout le monde, alors il est un peu fagoté, et on le voit avec toutes ses décorations, et on distingue l'ordre de la Libération qu'il a tenu à arborer, à porter. C'est une scène tout à fait émouvante. Je rappelle vos livres, ils étaient 1038, entretiens inédits avec les compagnons de la Libération. Ils ont choisi la mort plutôt que le déshonneur. Les 2 livres sont chez Talandier. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur la chaîne du Figaro TV, en replay et sur l'application du Figaro. Merci de votre fidélité et à très bientôt.